Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 160e rencontre, un endroit où aller. Où ce soir, nous avons la joie de recevoir Gilles Paris pour son roman qui est sorti le 27 janvier aux éditions Flammarion et qui s'appelle Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien. On retrouve ce soir Hasard du calendrier, Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet au Mans pour mener à bien cette rencontre. Gilles, tu vas être dans de très belles mains. Avant de vous laisser la parole, je vais rappeler que tous les participants peuvent poser des questions à Gilles par mon intermédiaire en utilisant le petit onglet Converser. Gilles et Marie-Adélaïde, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci, Gilles, c'est un plaisir. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on se connaît. Oh oui. Tu m'as scotché, tu m'as ému, tu m'as bluffé de la sincérité avec laquelle tu as écrit ce texte. Ce texte va parler de dépression. Pour moi, c'est un livre de la maturité. C'est un livre qu'on ne peut écrire qu'après un certain temps. Tu écris dans ce livre, ce ne sont pas les épreuves qui comptent, mais ce que l'on en fait. Je te propose de passer les pages au fur et à mesure et comme tu aimes écrire, comme tu aimes lire, je vais sortir un mot et à chaque fois, on va parler autour de ce mot. Alors, avec plaisir. tu as le droit, si tu trouves ça trop intime ou trop gênant, tu lèves la main, tu me dis joker. Non, ça risque pas. Mais on va avec toi revivre toute cette vie avec ses épreuves et ses bonheurs. Ce titre d'abord, très joli. Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien. Il n'est pas de toi. C'est un médecin qui l'a dit. Oui, absolument. C'est un médecin qui me le dit lors de ma dernière tentative de suicide. Et je me réveille en fait un peu hagard. J'ai des électrodes sur le torse. On vient de me faire un électro, une radio du cœur, on va dire. Et cet homme, ce médecin qui est assis à côté de moi, qui est vraiment extrêmement gentil, me dit à voix basse, il me dit, vous savez, avec ce que vous avez pris, quelqu'un d'autre, il serait resté. Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien. Et cette phrase va vraiment résonner en moi comme quelque chose d'extrêmement fort qui m'empêchera par la suite de recommencer, parce que je me rends compte à quel point cette comédie de la mise en scène des tentatives de suicide non seulement est dangereuse, mais absurde. Tu le dis au fil des pages, ces tentatives de suicide, c'est un appel au secours. C'est écoutez-moi, j'ai besoin que vous soyez là pour moi. Oui, je dis aussi que c'est une comédie parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je ne peux pas aller au-delà de la souffrance que je ressens. Et je vais prendre des médicaments avec du whisky. Je vais faire ce que j'appelle le saut de l'ange sur le lit, mais je laisse la porte de mon appartement ouverte. J'appelle juste avant Laurent ou une amie. Donc, tout est un peu préparé d'une certaine manière. Donc, comme tous les gens qui veulent vraiment réussir leur tentative de suicide, ce n'est pas le mode d'emploi. Bon, tant mieux pour nous, tant mieux pour toi, tant mieux pour tous Ouais. ceux qui t'aiment. Est-ce que c'est difficile d'écrire un livre aussi intime, cette mise à nu? Est-ce que ça t'a coûté ou est-ce que c'est un pas Non, de plus non, vers pas la du tout. guérison? Non, pas du tout. Et comme tu le disais, c'est un livre peut-être de la maturité, et peut-être que je n'aurais jamais pu l'écrire si j'avais pas eu la distance nécessaire. J'ai pas eu de dépression depuis maintenant 4 ans. J'ai écrit ce livre il y a 3 ans. J'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans grâce à une formidable éditrice qui s'appelle Véronique Debure chez Flammarion, qui est venue me chercher. Je la connaissais pas bien en tout cas, et elle avait vu un portrait dans Le Parisien où j'évoquais certaines choses, mais sans rentrer vraiment dans le détail. Et elle m'a dit, est-ce que vous accepteriez de faire un livre où vous rentreriez un peu plus dans ce que vous avez vécu et le pari lancé, on s'est rencontrés et j'ai commencé le livre le week-end qui a suivi. Et c'est venu d'une manière extrêmement fluide, sans souffrance. Au contraire, c'était presque une bénédiction. De toute façon, je ne peux écrire que quand je suis bien. Et il n'y a rien de plus qui me rend heureux que d'écrire. Donc, non, je n'ai pas souffert en écrivant ce livre. Et tu as eu conscience en l'écrivant du bien que ça peut apporter aux autres, parce que pour moi, c'est quand même un texte qui va accompagner tous ceux qui souffrent et qui vont les aider à gérer, appréhender, parler. Alors, pas tout de suite. J'ai pas eu cette sensation au départ parce que, en fait, tu sais, deux dépressions ne se ressemblent pas.
C'est-à-dire que j'en ai fait 8. Les 8, bien sûr qu'elles ont des points communs, des ponts, des passerelles, on pourrait dire, mais elles ont toutes été différentes. Et ma dépression n'est pas équivalente à celle de quelqu'un d'autre. Chacun doit trouver en soi la force de pouvoir remonter à travers différentes disciplines que chacun va trouver. J'ai beaucoup de témoignages que je reçois ces derniers temps, et à chaque fois, les gens m'indiquent quelque chose qui les a aidés, et à chaque fois, c'est différent. Voilà, je crois que c'est peut-être une fois que le livre était terminé, qu'on l'avait vraiment retravaillé avec Véronique de Bure, que je me suis rendu compte que peut-être, en effet, ce livre pouvait aider, parce que, en fait, je pense que je n'aurais pas pu l'écrire si je n'avais pas fait autant d'analyses, presque 25 ans, pas 25 ans mis bout à bout, parce qu'il y a des années où j'ai pas vu le bon docteur M, comme je l'appelle dans le livre. Et ce travail que j'ai fait sur moi, cette introspection, la dépression déjà m'a rendu peut-être plus humain, plus à l'écoute de l'autre, peut-être plus empathique. Et donc, je peux comprendre la souffrance de l'autre plus facilement aujourd'hui. Et c'est dans ce sens, en effet, où je pense que le livre peut-être aider. Alors, tu as prononcé le chiffre 8. Le parallèle, je l'ai fait tout au long du texte et tu l'as dit toi-même, 8 livres, 8 dépressions. Alors, en fait, on pourrait dire, c'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire que à la parution du 3e roman est née en moi cette idée absurde, peut-être, que les livres sont liés à la dépression, puisque à chaque fois qu'un livre sort, une fois que la promotion s'achève, je tombe en dépression, les 3 premiers. Donc, j'en parle avec Laurent, mon mari, et il me dit, arrête d'écrire. Moi, autant pragmatique, dire, Laurent. très pragmatique, très pratique. Et moi, je dis, autant mourir, tu vois, franchement, si tu ne dois plus écrire. Et donc, à chaque fois que j'écrivais un livre, si tu veux, j'avais quand même cette épée de Damoclès qui était quand même pas évidente, qui était pendant que j'écrivais ce livre, un nouveau roman avec bonheur, je me disais, est-ce que quand il va sortir, je vais retomber encore? Et ça a été vrai pendant 6 livres. Et c'est au 7e livre que la malédiction s'est arrêtée, puisque ça fait maintenant 3 livres que j'ai publiés et pour lesquels je n'ai pas eu de dépression. Donc cette malédiction, heureusement, s'est envolée. Est passé. Tout ça, c'est un long travail. Alors, je te propose qu'on reparte dans l'histoire de Gilles, dans l'enfance de Gilles, puisque beaucoup de choses viennent de là, certaines souffrances. Je te propose qu'on avance dans ta vie. Et d'abord, je tiens vraiment à te remercier de la sincérité, parce que c'est un texte dans lequel on voit que toi, l'auteur, tu n'as triché à aucun moment. Tu n'as rien embelli, tu n'as été d'une émotion et d'une sincérité tout au long de ce texte. Tu t'es repris plusieurs fois, tu as corrigé. Énormément. On a travaillé vraiment, je crois que j'ai jamais autant travaillé un livre que celui-là. Je crois que Véronique, elle le dirait elle-même, mais elle a dû le lire plus d'une quinzaine de fois. On avait presque un an d'avance par rapport à la parution, donc ça nous a non seulement laissé le temps de le peaufiner encore, de le réécrire encore, et puis il y a des scènes qui se sont ajoutées, la mort de ma mère qui meurt du Covid en avril dernier. A changé la donne aussi. Oui, des chapitres qui n'auraient pas dû avoir lieu et qui ont trouvé leur place dans le livre à ce moment-là. Mais ce que je dis et qui est important pour moi, c'est que c'est vrai que c'est un livre où je ne m'épargne pas non plus, mais ce qui était très important pour moi, c'était de revenir à ce que j'appelle la photographie en noir et blanc, c'est-à-dire le premier souvenir. C'est-à-dire que quand on raconte une histoire, généralement, plus on la raconte, plus elle s'enjolive, parce qu'on ajoute des petits détails, on ajoute des petites choses, on veut la rendre plus belle, on veut la rendre... Et donc la photographie qui était en noir et blanc devient en couleur. Et moi, je ne voulais pas de la couleur, je voulais vraiment du noir et blanc et essayer vraiment d'être au plus près de ce premier souvenir, sans chercher en effet ni à l'embellir, ni à le rendre plus beau qu'il n'était ou plus émouvant qu'il n'était, le rendre aussi vrai que ma vérité, parce que c'est ma vérité. Peut-être que si on posait la question aujourd'hui à ma belle famille, par exemple, ils auraient une version totalement différente des faits, et ce qui est logique, puisque chacun a sa vérité, et il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas une vérité qui existe réellement, mais pour moi, c'est vraiment ce qui colle le plus près de la réalité, de ma réalité en tout cas, et de mes souvenirs. Alors, on repart très loin.
on repart dans l'enfance. Le premier chapitre, tous ceux qui n'ont pas lu le texte vont être scotchés sur place. Cette lettre au père explique beaucoup de choses. Beaucoup de violence, pas d'affection, une divergence totale de caractère, de façon d'appréhender le monde. Et puis une violence non seulement verbale, mais physique. Tu as tiré un trait. Le fait de tirer un trait, ça a pu t'aider? Ça a apporté Oui, beaucoup de alors il choses? faut dire aussi que cette lettre, qui est antérieure au livre, qui a été écrite alors que le projet même du livre n'existait pas à ce moment-là, c'est une lettre que j'écris lors de ma dernière dépression. J'ai un ami photographe, Didier, qui me pousse depuis un certain temps à écrire cette lettre. Et il me dit, pas un SMS, pas une carte postale, une vraie lettre comme on n'en fait plus aujourd'hui. Écris cette lettre et même si tu ne l'envoies pas à ton père, dis tout ce que tu as sur le cœur et vide ton sac d'une certaine manière. Et je me souviens, je suis à la maison, Laurent, la journée de travail est terminée, Laurent est en train de préparer un dîner et j'écris cette lettre à l'ordinateur et vraiment, c'est ça qui est assez joli dans l'histoire, c'est que au moment où j'écris cette lettre, au moment plutôt où je la termine, je sens comme un voile se lever et je comprends que ma dernière dépression vient de s'en aller. Donc cette lettre, elle a vraiment une incidence très forte dans l'histoire. Elle sera beaucoup retravaillée ensuite par rapport à la version, on va dire, première, originale de ce jour-là. Euh, elle sera vraiment travaillée au scalpel, absolument, au mot près, à la virgule près, au mot près. Et c'est une lettre qui, pour moi, a beaucoup d'importance. Tout à fait. On ne va pas dévoiler ce qui s'est passé, mais il y a eu un avant-après quand tu avais 20 ans. Voilà. Et c'est quelque chose de très fort. Et tu as mis 55 ans à écrire et à affronter et à… 55 ans, ça me ferait 77 ans. Non, mais non, je parlais depuis le début. Tu avais quel âge quand tu as écrit cette lettre? Mais non, je te connais, je te connais trop. Bon, d'accord. Tu avais quel âge quand tu as écrit cette lettre? 55? 57? Écoute, non, oui, c'est ça à peu près. Attends, je réfléchis. Ça doit être 2016 normalement. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On est bon. J'étais pas loin. Non, tu n'étais pas loin. Bon, donc la famille, un grand mot important. Des rapports conflictuels, même avec ta maman, c'était pas toujours facile. Non, parce qu'elle voyait en moi son mari, puisque plus je grandissais, plus je lui ressemblais, paraît-il. J'ai vu pourtant des photos de lui à mon âge et je trouve pas qu'on se ressemble, mais après, c'est peut-être simplement mental. C'est ce qu'elle voulait voir. C'est ce qu'elle voulait voir. Et donc, si tu veux, c'était compliqué parce qu'on avait toujours des conversations qui démarraient très bien. Chaque fois que j'allais la voir, j'étais toujours heureux d'aller la voir. Et puis, ça partait en cacahuète. En cacahuète. C'est-à-dire qu'on finissait on finissait par se chamailler, tu vois, chien-chat, quoi, grosso modo. Et donc, à la longue, c'était un peu usant et fatigant d'avoir toujours ce rapport chien-chat, quoi. Alors, la vie avance, la vie continue. Il y a, et tu l'as reconnu, dans ta vie, avec, je pense, ce malaise, des excès, beaucoup d'excès. Ouais. Trop de fêtes, trop d'alcool, trop de produits illicites. Ouais. Et tu oses le dire, cash. Oui, parce que ça fait partie de ta vie. Ça fait partie vraiment de ma vie, tu vois, et je ne pouvais pas le cacher, c'était impossible. En plus, j'ai découvert par la suite que, comme je suis quelqu'un d'extrêmement excessif en tout, j'ai compris qu'il y avait aussi des bons excès. Donc, je suis plutôt allé vers eux, le sport, par exemple, plein de choses, enfin, on va en parler, mais plein de choses. Les mauvais excès, je leur ai tourné le dos depuis 21 ans maintenant, donc je peux en parler facilement. J'avais le sentiment d'être le roi du monde, mais j'étais le roi de rien, en fait. Est-ce que ces excès permettent et finalement cachent une fragilité et plus cette fragilité s'accentue, plus tu as besoin d'augmenter ce tourbillon? Oui, parce qu'après, si tu veux, après la bagarre avec mon père, ce qui s'est passé quand j'avais 20 ans, j'ai rien voulu dire. J'en ai même pas parlé à mes amis. Il faut savoir que ma sœur Geneviève l'a su très tardivement. Ma mère, qui est décédée donc en avril dernier, ne l'a jamais su.
Et la plupart de mes amis non plus. J'ai reçu d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, un mot adorable d'une de mes amies d'enfance, que je cite à plusieurs reprises dans le livre, et qui était complètement ébahi et qui découvrait ce qu'avait été ma vie, alors on a passé beaucoup de temps ensemble et je ne lui avais jamais dit, comme je ne l'ai jamais dit à plusieurs personnes. Et je pense que comme je n'arrivais pas à parler de ça, comme j'arrivais pas à m'exprimer, j'ai pas non plus j'ai pas vu non plus de médecin, j'ai pas vu de n'importe qui du corps médical. J'ai eu besoin de disparaître d'une certaine manière à travers les fêtes, la nuit, l'alcool, les De drogues. créer un autre personnage, de créer Voilà, un autre un clone. personnage qui aurait une espèce de, comme une ligne bleutée, c'est-à-dire rien dans le cerveau, quoi, à peu près. Mais qui brille de 1000 paillettes. Alors, après le mot excès, j'ai le mot métier. Tu fais un métier incroyable pour quelqu'un qui souffre et qui a plusieurs fois va plonger dans la dépression. Tu fais un métier de communication, tu fais un métier de sourire. C'est incroyable cette différence. Alors, c'est ce que je dis aussi dans le livre. Peut-être que j'ai choisi ce métier pour communiquer avec les gens, puisque je n'arrivais pas à communiquer avec lui, avec mon père. Et en même temps, j'ai toujours fait ce métier avec une certaine distance qui m'a toujours sauvé. C'est-à-dire que on pourrait penser, par exemple, que le fait d'avoir été attaché de presse depuis 35 ans aurait pu provoquer certaines des dépressions. Je ne le crois pas, honnêtement. Parce que je l'ai toujours fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intérêt pour mes auteurs. Ils m'ont sauvé aussi, sans le savoir, certains, notamment dans les périodes difficiles où j'ai traversé ces dépressions, où j'ai continué à faire mon métier. Le simple fait d'obtenir un article, une radio, de déplacer un auteur en province, m'a fait un bien fou aussi, de voir que j'étais capable quand même de faire des choses malgré la maladie. Et j'ai toujours aimé ce métier. Je pourrais l'arrêter aujourd'hui, complètement. Depuis 3-4 ans, j'arrive à vivre de mes livres. Mais je trouve que je ne le ferai pas parce que si j'étais écrivain, je serais constamment chez moi. Je ressemblerais à un ours dans sa caverne. Et le simple fait d'avoir des livres à défendre m'oblige à aller vers les autres. Et je tiens à garder ça et à m'occuper des autres et à continuer à le faire. Alors, pour travailler, pour faire ça, tu dois sourire. Et tu le dis, le sourire, un nouveau mot que je voulais sortir, c'est important. Ça a été par moments un vrai sourire, d'autres moments des sourires de façade. C'est une façon de se cacher aussi. Oui, bien sûr. Et puis, tu sais, je crois que les gens qui sourient beaucoup sont d'anciens timides. C'est une Je manière de confirme, je s'exprimer. confirme. C'est une manière de s'exprimer, si tu veux, pour ne pas avoir à parler. Et moi, j'ai toujours souri. Dans la rue, je souris à des inconnus. À la terrasse d'un café, je vais me retourner, voir un couple, je vais leur sourire. Je souris comme ça extrêmement facilement. C'est presque inné chez moi. Donc, après, il y a des sourires, évidemment, qui sont moins explicites que d'autres, qui sont peut-être davantage masqués. Et je me souviens notamment quand j'avais ces dépressions et que j'avais des réunions chez les éditeurs, euh, évidemment que je souriais encore plus que d'habitude. J'évitais évidemment de prendre un café ou de demander un verre d'eau parce que mes mains tremblaient beaucoup trop et je voulais pas que ça se voie. Mais le sourire, comment te dire, était une façade pour ne pas dire que j'avais mal et que je souffrais. Et de toute façon, j'ai toujours eu cette chance que ça ne se voit pas sur moi. Donc, quand on rencontre quelqu'un, si on lui dit que tout va bien et qu'on lui fait un grand sourire, pourquoi irait-il en douter? Le fameux ça va. Ouais, exactement. Alors, un autre mot, amitié. Quelque chose de très important pour toi. Ouais. Ouais, enfin, si tu veux, l'amitié, j'ai à la fois des amitiés concrètes, j'ai envie de dire. Je suis très fidèle à mes amis d'enfance. On s'est un peu perdu de vue parfois, mais quand on se voit, c'est ça l'amitié. C'est comme si on s'était vu la veille. J'ai beaucoup d'amitiés virtuelles aussi maintenant, à cause des réseaux sociaux, tout simplement. Des gens, ça me fait un peu rêver, des gens qui vivent en Argentine, qui vivent au Brésil, qui vivent aux États-Unis, et on se parle pas tous les jours, mais on se parle tous les 2-3 jours, et on a noué des liens très forts, alors qu'on se connaît pas encore. Ça reste des amitiés virtuelles, mais elles sont importantes aussi pour moi.
Et l'amitié, il y a des personnages connus, des hommes et des femmes. J'ai lu avec surprise que tu as été très proche de Françoise Sagan. Oui, absolument. Et en fait, quand j'ai écrit ce livre, je m'étais promis de ne pas citer trop d'auteurs parce que j'en ai connu, comme je fais ce métier depuis 35 ans, j'en ai connu quelques milliers. Je crois qu'on est plus près de 3-4 000 à peu près auteurs défendus depuis que j'ai commencé. Et je n'avais pas envie de lâcher dans ce livre une sorte de name dropping. Et donc, les seuls que je cite, ce sont vraiment des auteurs avec lesquels j'ai eu un rapport assez fort et privilégié, comme Françoise, en effet. J'étais, comme beaucoup de gens, ultra fan de Françoise. Adolescent, j'avais déjà tout lu de ce qu'elle avait écrit, tous ses romans, toutes ses nouvelles, toutes ses pièces de théâtre. Et j'avais fait des cadres chez moi qui représentaient l'écriture, où j'avais découpé des cartes postales, des photos de Françoise. Et un jour, chez Plon, il se trouve que Olivier Orban me confie Françoise Sagan. Alors, je suis drôlement content et pour le lancement de son livre, je fais un dîner à la maison. Et donc, j'invite Françoise Sagan chez moi. Et je lui montre les cadres que j'avais faits quand j'étais adolescent. J'étais vraiment ému, en fait. Et on a eu une jolie relation, je crois, très drôle, très simple, très amusante. Et puis, elle a pris une tournure après un peu différente. Je le dis dans le livre, j'avais des petits soucis d'argent, mon compte en banque était un peu à découvert. Et Ingrid, qui partageait la vie à ce moment-là de Françoise, m'appelle une nuit à 2 heures du matin, me réveille à 2 heures du matin, comme si elle m'avait appelé à 6 heures le soir. Hein, pour elle, c'était vraiment pas un problème. Et donc, elle me propose une somme importante pour que je vienne vivre avec elle, Ingrid et Françoise. Et moi, je ne pense qu'à une chose, à mon compte en banque, qui va aller beaucoup mieux grâce à ça. Et donc, je mets mes affaires dans mon sac et je pars illico. Et je pars illico chez 2 heures Françoise du et matin. Ingrid. Voilà. Illico, enfin, ça, c'est le côté excessif, quoi, évidemment. Ouais. Et ça ça va a être duré compliqué. Combien de temps? Quelques mois. Mais ça va être compliqué parce que quand j'arrive, évidemment, Françoise et Ingrid vivent la nuit. Le jour, elles dorment. Il y a une femme de ménage. Elle ne travaille pas chez Plon tous les matins. Non, et moi, si tu veux, chez Plon, je commence à perdre pied un peu parce qu'au bout d'un certain nombre de nuits, à dormir comme ça, à des heures indues, je finis, puis à boire aussi quand même pas mal, je finis par être au bureau totalement d'équerre. Et c'est vrai, je vais aller droit dans le mur, en gros, aussi grâce à ça. Oui, on y va en courant. Mais l'amitié est importante. Il y a des noms d'auteurs, on ne les citera pas, vous les découvrirez dans le livre et on les connaît tous les deux, mais il y en a qui sont très proches de toi et qui restent des amis extraordinaires. Ça, c'est un cadeau. On peut citer Janine Boissard, qui est vraiment une amie très proche. On a 25 ans de différence, mais on a beaucoup de points communs. Quand elle était jeune, ses parents l'avaient surnommée la normale, donc elle a eu elle aussi une enfance curieuse et un peu difficile. Et Janine, lors de mes dépressions, m'a toujours rendu visite à l'hôpital. C'est une des rares personnes que j'ai acceptées en dehors de Laurent. Et on faisait des parties de cartes au sein des cliniques et hôpitaux psychiatriques où elle est venue me voir. Et puis aussi, il y a ces auteurs comme ça, on a l'impression qui sont très en dehors de la vie en général, mais curieusement, ce sont les seuls qui prennent des nouvelles, qui appellent Laurent pour savoir comment je vais. Et ça m'a beaucoup touché, mais après, évidemment, à distance. Oui, parce que peu avaient le droit d'ouvrir la porte. Alors, après amitié, le mot que je voulais te proposer, c'est le mot amour. C'est quelque chose d'important. L'amour qui a peut-être manqué tôt dans l'enfance, mais l'amour, Laurent, bien sûr, c'est quelque chose d'important, mais il y a eu d'autres sentiments amoureux. L'amour, c'est quelque chose qui t'a construit, qui mène ta vie. Je crois que ça construit tout le monde. C'est un moteur fondamental. Une relation d'amour, en plus, qui dure depuis 20 ans maintenant, presque 21 ans cette année. C'est d'autant plus fort. En plus, quand on traverse des moments difficiles, des épreuves, comme on dit, ça passe ou ça casse dans les couples. Donc, Laurent a dû avoir à peu près toutes les attitudes possibles et inimaginables au cours de ses dépressions. Il en a eu marre aussi, ce qui est normal, ce qui se comprend très bien.
Mais il a toujours été présent, il a toujours été là. Et il a dû lui aussi, à sa manière, grandir parce qu'il s'est retrouvé dans des situations où il devait tout gérer pendant que j'étais dans les hôpitaux et les cliniques. Ouais. L'amour, donc il faut compter beaucoup sur l'autre. On a l'impression qu'il faut une certaine résistance. Oui, Euh, tu sais, il faut compter sur l'autre, mais il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, peut-être parce que j'ai vu dans ma vie beaucoup de médecins, beaucoup de psychiatres, beaucoup de psychanalystes, beaucoup de psychologues, c'est quand on ne va pas bien, qu'on a un moment difficile et qu'on décide justement d'aller voir un médecin pour ça, c'est très important parce que on n'a pas le droit de faire peser sur les épaules des gens qu'on aime autant de souffrance. C'est-à-dire que les médecins sont là pour ça. Et ça, c'est important de le dire parce que euh, on ne peut pas se répandre comme ça dans le malheur, dans la souffrance, auprès des gens qui ont une véritable incidence dans votre vie. Et les médecins, par contre, eux, c'est leur profession, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous mm. écouter. Et vous avez le droit de dire les choses les plus incroyables et les plus sombres qui soient, mais pas forcément devant les gens qui vous aiment. Très joli ce que tu viens de dire. On ne peut pas trop compter, tout donner et tout demander à ceux Tu qui nous sais, aiment. dans la vie, je crois que les gens donnent ce qu'ils peuvent. C'est une phrase qu'il faut retenir parce que on attend trop peut-être parfois des gens. Il ne faut pas en attendre trop. Les gens, chaque personne donnera différemment, mais elle donnera ce qu'elle peut. Et Dans la mesure, l'important, c'est de je ne donner. parle pas de moyens financiers évidemment, mais dans Non, la bien mesure sûr. de ses moyens sentimentaux, on va dire. Affectifs, Affectifs, exactement, sentimentaux. exactement. Je Ouais. crois beaucoup à ça. Ouais. Et tout le monde ne sait pas épauler, accompagner. Le fait Non, d'être mais simplement là est bien suffisant parfois. personne ne sait Ouais. ça, Marie-Adélaïde. Mm. C'est-à-dire que Mm. il n'y a pas de surhomme dans l'histoire, ni de Mm. surfemme. Je crois que tout simplement, Laurent était parfois avait de l'écoute, de l'attention, de la gentillesse, parfois de l'agacement, parfois de la colère. Tout est possible. On parle beaucoup des gens qui souffrent. On oublie de parler de l'entourage, de ceux qui assistent à ça, au fond, Mm. assez impuissants, avec des phrases qui veulent être gentilles, mais qui sont terriblement maladroites. Tu as tout pour toi. On suppose que si on avait tout pour soi, on n'en serait pas là. Ouais. Mais c'est pas méchant de leur part. Mais si tu veux, il y a une espèce d'incompréhension à un moment donné Il y a aussi un par rapport à mur. cette maladie. Il y a Ouais. un mur, il y a un vrai mur, on peut le dire. Voilà. Mm. Il y a un mur. Et d'ailleurs, il y avait vraiment des moments où j'avais hâte. Je me souviens les premières permissions que l'hôpital me donnait, et quand je rentrais chez moi, j'avais vraiment hâte de rentrer chez moi, c'est-à-dire à l'hôpital. Ouais. Je me sentais mieux à l'hôpital que mon propre appartement. Ouais. Alors, tu es arrivé tout seul au mot que je voulais te dire, clinique, hôpital. Ouais, ouais, Tu y as passé pas mal de temps. ouais. Euh, C'était des moments très durs. C'était des moments où le Gilles qui sourit se renfermait. Oui, absolument. Là, je n'étais pas obligé de sourire, si tu veux, dans ces Mm. endroits-là. Et ce que je dis, et ce qui est important pour moi, c'est que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens extrêmement gentils, doux, humains, beaucoup plus que de l'autre côté des murs, au Mm. fond, finalement. Et des gens, alors, pour qui la roue avait tourné, et c'est là où j'ai appris que la roue pouvait tourner dans l'autre sens, parce que pour moi, quand on dit la roue tourne, c'est forcément vers le mieux. Mais Ouais. pour tous ces gens-là, c'est vers le pire en général. Donc, si tu veux, Mm. c'est aussi une attitude et une façon d'être des gens très différemment très différents de moi, socialement, tout très différent, tout. Si tu veux, c'est vrai que j'avais une certaine chance. J'avais un toit qui m'attendait, un mari qui m'attendait, un boulot qui Un m'attendait, métier. Mm. un métier qui m'attendait, et eux, pour la plupart, Et une passion. Est-ce qu'on peut dire que cette passion aussi pour la littérature, pour l'écriture, pour les livres, alors, pas à ces moments-là, du pas pendant tout? ces moments-là, parce que j'arrivais pas à lire, j'avais pas la concentration nécessaire. Mm. Tout ce que j'écrivais était totalement stérile et n'avait pas d'incidence, si tu veux. Il n'y avait pas de génie dans tout ça, il n'y avait rien. Et au fond, si tu veux, vraiment, ces gens-là m'ont vraiment aidé à m'en sortir. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé en eux la force de me parler des mots simples, si tu veux, des mots de tous les jours, mais qui m'ont fait plus de bien que tout mon entourage réuni n'aurait su les dire. Et au fond, je savais que c'était des gens que je ne reverrais pas. Alors les médecins me l'avaient dit, ils m'avaient dit,
les patients, il y a beaucoup de patients qui se revoient en dehors des hôpitaux et des cliniques psychiatriques. C'est pas que j'ai écouté les médecins, c'est que je me suis écouté moi. Et moi, dans ma tête, c'était on a des vies divergentes, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt ni rien. On a pu se retrouver à un moment précis dans un hôpital ou dans une clinique. On a pu s'entraider les uns les autres. On a pu s'épauler, on a pu s'asseoir l'un à côté de l'autre sans se parler, mais ça faisait du bien. On a traversé des moments, c'était pas atroce ni ultra difficile de passer dans ces lieux. C'était parce qu'on n'y reste jamais longtemps, on y reste 15 jours, 3 semaines, un mois, généralement pas plus. Montpellier, tu y es resté un peu plus longtemps. Non, pas plus d'un mois. Un mois. J'y suis retourné, par contre. J'y suis retourné, si tu veux. D'accord. C'est des endroits où je suis allé plusieurs fois. Mais c'est rare que les hôpitaux te gardent plus. Alors, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les dépressions chroniques. Là, on arrive dans un sujet rude, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Les hôpitaux sont quand même pleins de gens qui ont baissé les bras, il faut le savoir. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que je m'en sortirais, d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être pas la première dépression que j'ai eue, parce que la première, ça a été une espèce de chape de plomb et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Après, je ne peux pas dire que je l'ai accepté, mais je l'ai compris. Et donc, j'ai pu traverser les autres dépressions parce que quelque part, j'avais une petite sonnette qui me disait… tu avais de l'espoir au bout du chemin. Non, on s'en sort. Tu le sais, tu t'es déjà sorti une fois. Entre deux dépressions, j'ai retrouvé une vie normale. Je n'ai pas du tout… j'ai pas du tout souffert, si tu veux, entre deux dépressions. Et les séjours en hôpitaux, qui étaient souvent, quand même, il faut le dire, dus, non pas parce que j'avais une dépression, mais parce que j'avais fait une tentative de suicide. C'est surtout ça. Les hôpitaux, si tu veux, si je me sens pas bien un jour et que j'appelle un hôpital pour y aller, il va pas me recevoir. Voilà, donc je veux dire, les dépressions, généralement, sont suivivies d'hospitalisation quand il y a une tentative de suicide. Quand il y a une… Alors, tu l'as dit très justement, quand ça va très mal, c'est l'image de donner un coup de pied au fond de la piscine pour remonter. Et ça me permet d'introduire le mot que je voulais voir, la guérison, on va en parler après, le sport, l'importance du sport dans ta vie. Ah oui, mais ça a été, là encore, tu vois, quelque chose de totalement excessif, mais on va dire le bon excès. Quand j'ai fait ma deuxième dépression qui a duré 2 ans, l'année où il y a eu une année d'hospitalisation complète dans différents hôpitaux et cliniques, et puis une année pour remonter. Et on habitait le 9e à l'époque avec Laurent, et il y avait à côté de la mairie, il y avait une salle de gym, comme il y en a beaucoup dans les quartiers à Paris, et je me suis inscrit, et je faisais 6 heures de sport par jour. C'est-à-dire que c'était un truc vraiment excessif, tu vois. Mais alors, évidemment, je faisais de la sophrologie, du yoga, tu vois, il y avait des choses douces, détendantes, mais je faisais du step, je faisais de la gymnastique active aussi. Donc, je restais 5-6 heures dans ce lieu. Et j'ai toujours conçu, le sport m'a toujours fait un bien fou. À la Lironde, qui est une clinique à Montpellier, j'ai découvert la piscine olympique de Montpellier et quand j'ai pu sortir, parce que au départ, on reste au sein de l'institution, on n'a pas le droit de sortir pendant un certain temps. Et quand les permissions commencent, j'étais terrorisé à l'idée de devoir prendre un bus et de devoir marcher à pied. Mais j'ai pris sur moi et je suis allé jusqu'à cette piscine olympique. Et une fois que j'étais dans l'eau, c'est comme si il n'y avait rien de mieux qui pouvait m'arriver. Et je faisais des allers-retours. Une renaissance. Je faisais des allers-retours, si tu veux, j'avais l'impression d'aller d'un mur à l'autre, quelque part. Mais ce contact avec l'eau, le liquide, me faisait un bien fou. Alors, je prenais beaucoup de médicaments à cette époque-là. Et donc, mon cœur s'essoufflait assez vite, avec les antidépresseurs, les anxiolytiques et tout. Mais quand je sortais, il y avait les fameuses endorphines qu'on découvre après 1 heure de sport et qui me rendaient un peu de ma fierté, tu vois. Et je me sentais moins voûté, moins courbé, moins triste. Et je n'ai jamais cessé de faire du sport ensuite parce que j'ai compris qu'en dehors du fait que ça me faisait un bien fou et que c'était un équilibre des plus parfaits, j'en avais profondément besoin. Et tu continues aujourd'hui? Oui, 2-3 fois par semaine.
toujours. Alors, Alors, simplement, je l'autre, précise que ça n'a aucun intérêt, mais c'est quand même drôle. C'est que maintenant qu'ils nous ont mis le couvre-feu à 18h, si tu veux, je fais mes séances à 16h30, ce qui est vachement pratique pour une journée de boulot. Merci. Merci beaucoup. ça, il faut reconnaître que c'est moins évident. Ouais, je suis d'accord. Autre mot important pour toi et qui a été tout au long de cette étape et de ces étapes, ce sont les voyages. Ah oui, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé voyager, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais curieusement, avant d'être avec Laurent, je voyageais beaucoup seul. J'aimais voyager seul. La Parce Sierra que, Leone, la Grèce, tu oui, as fait ce des... que je Hein, raconte, la Sierra ouais. Leone, la Grèce et beaucoup d'autres pays que j'ai visités seul, parce que quand tu voyages seul, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que quand tu voyages à deux, on se contente d'être à deux. On n'a pas besoin des autres vraiment. Mais quand tu voyages seul, je me suis fait inviter, j'aurais pu aller dans des coupes-gorges ou des endroits pas possibles, mais j'ai toujours rencontré des gens bien, des gens bienveillants. Je me souviens de certains voyages en Grèce où j'allais dormir chez des gens que je connaissais pratiquement Pas- pas à Athènes, qui m'avaient invité à dormir chez eux. Et si tu veux, que des gens bienveillants, adorables, gentils. Il m'est arrivé des choses incroyables dans les voyages. Et je le provoquais du fait d'être seul aussi et d'être très ouvert à des rencontres. Alors, la musique, je voulais te parler de ce Ah mot oui, également. oui, la Important. musique, alors, important, pendant les dépressions, j'en écoute pas, parce que j'en suis incapable. J'en suis profondément Lecture musique incapable. bannie. Lecture musique, c'est banni lors des dépressions, si tu veux, parce que la musique m'agresse pendant les dépressions. Et puis, quand je sors de la dépression, évidemment, je n'ai qu'une envie, c'est d'écouter de la musique. Mais je vais me rendre compte qu'il va falloir une sorte de rééducation pour réécouter la musique. C'est-à-dire que je ne peux pas réécouter la musique comme j'aime, à fond les ballons, dans les oreilles. Je suis obligé de mettre le volume assez bas au départ, et puis de monter au fur et à mesure. Ça me prend quand même quelques jours, quelques semaines, avant de pouvoir réécouter la musique normalement. Et il faut quand même savoir que la musique, j'en écoute toute la journée, que je ne peux pas sortir dans la rue sans avoir un casque sur les oreilles, Tu en faisant travailles très en attention. musique? Ah oui, oui, bien sûr. J'écris en musique aussi, donc je suis en quête et en permanente de musique, de nouvelles musiques. Je viens de découvrir, par exemple, l'Ama Piano, qui est une musique d'Afrique du Sud, qui me réjouit. Je suis en train de faire des découvertes par rapport à ça et je suis toujours à la recherche de sons nouveaux. Donc la musique vraiment est importante. Mais par contre, en dépression, D'expérience. rien. Ben, Net. c'est fou ça. Alors, maintenant, dépression, il y a le beau mot guérison. Oui. Ça, c'est important. Est-ce que guérir, pour avancer, il faut reconnaître ses faiblesses et les transformer? Oui, on peut dire ça. Puis tu sais, en fait, quand la dépression arrive, tu le sens. Ton corps n'est plus tout à fait le même. C'est comme quelqu'un qui entrerait en toi, une espèce de double maléfique, on pourrait dire. Et quand ce double maléfique décide de s'en aller, tu le sens aussi. Je parlais d'un voile qui se lève tout à Oui. l'heure, mais c'est pas fini. C'est pas fini à ce moment-là parce qu'il va y avoir une bonne année de remonte-pente, comme je dis dans le livre, c'est-à-dire une année pendant laquelle on va descendre au fur et à mesure les médicaments, en espérant ne pas faire de rechutes, parce que si on fait des rechutes, forcément, on réaugmente les médicaments, donc ça prend encore plus de temps. Mais comme je suis un bon petit soldat et que je n'ai qu'une envie, c'est de guérir et de m'en sortir, je ne ferai jamais de rechute lors de mes remontées. Et je vais dresser des forteresses énormes autour de moi. Je vais passer de 2 séances de sport à 3 séances de sport. Je vais passer d'1 séance de psychanalyse à 3 séances de psychanalyse. Je vais trouver un psychologue pour parler d'un autre thème qui m'est cher et je vais le mettre 2 fois dans la semaine. Donc, toutes mes fins de journée sont archi occupées. Et dans la journée, il me reste à travailler les livres des auteurs. Donc, il n'y a pas de distraction possible. Si tu veux, c'est une vie un peu monacale, un peu rude, mais il n'est pas question que je descende au bar du coin pour aller boire une bière. Il n'est pas question que j'aille dîner chez des gens, même si c'est des amis. Tant que je ne me suis pas sorti du carcan de la dépression, je vais maintenir ces forteresses autour de moi pour guérir. Et là, on te reconnaît. Et quand tu avances sur le chemin de la guérison, tu vas écrire, parce que l'écriture est quelque chose d'extraordinaire. Cette fois-ci, tu es face à toi-même.
est-ce que dans tous tes livres, tu as mis quand même beaucoup de toi, beaucoup Oui, d'histoires, de rapports familiaux, de ces enfants, de ces rapports avec les parents. Longtemps, tu as écrit dans la peau d'enfants, d'adolescents. tout à fait, absolument. Maintenant, avec le recul et à la lecture de ce très beau livre, on se rend compte combien tous tes textes sont quand même imprégnés de toi, de ta vie et de toutes ces petites cailloux que tu voulais glisser dans tes textes. J'ai l'impression, tu sais, que ça doit être le cas pour beaucoup de romanciers. Ce qui est toujours très étonnant, c'est que tant qu'on ne connaît pas les gens, tant qu'on ne connaît pas la vie de ces romanciers, on ne peut pas l'imaginer. Mais moi, je sais que il m'est arrivé, par exemple, de m'intéresser à la vie de Truman Capote Mhm. ou Tennessee Williams ou même François Sagan, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ou Agatha Christie, peu importe. Et en fait, dès que tu relis, dès que tu t'intéresses à la vie des gens, tout d'un coup, les livres prennent un éclairage différent parce que dès le départ, tout s'emboîte. C'est comme un puzzle incroyable où toutes les pièces se mettent les unes avec les autres. Et au fond, ça ressemble à quelque chose. Dans les dépressions, j'ai pas du tout pu écrire et ce que j'ai écrit, comme je le disais tout à l'heure, était stérile. Mais contrairement à la musique, j'ai pas besoin de rééducation pour écrire. C'est-à-dire que il suffit que je regarde une série qui va à la télévision qui va m'emporter. J'aurai tout de suite envie d'écrire un texte derrière et c'est ce que je vais faire. Donc, si tu veux, l'écriture, par contre, c'est comme un rendez-vous manqué pendant la dépression, mais après, jamais. J'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche. Et c'est ça qui est bien. C'est Ouais, c'est Parce que encore un mur. ouais, je suis tout à revenue fait. parmi vous. Je ne sais pas si Mais vous oui, m'entendez. mais on Ah, t'entend. je Ah suis oui, désolée de vous couper. Mais il y ah, a des questions. c'est Alors là, l'heure des questions. je vais le montrer, le livre. Il est là. Il est Ah, là. super. Moi, je voulais juste te dire, Gilles, que je suis d'accord avec Marie-Adélaïde. C'est un magnifique récit. Je vais rajouter que l'écriture est à la fois tendre, dure, mais qu'il y a une humilité et une humanité dans ce récit qui est incroyable. Tu ne te plains jamais. C'est très lumineux et c'est ce que je t'ai dit ce matin, on n'a qu'une chose, une fois qu'on a fermé le livre, on a envie de te prendre et de te serrer très fort. Je ne sais pas si Marie-Adélaïde a eu le même Tout à fait. en tout cas, voilà. Mais tu Voilà. sais, en fait, ce que je peux te dire en deux mots, c'est que même dans ma vie, je me plains pas de ma vie de tous les jours. Et il y a une phrase, tu sais, anglaise très connue qui dit Never explain, Never never explain, complain. never Et ça, complain. vraiment, c'est une phrase que j'ai épousée depuis longtemps. Alors, il y a un premier message que j'ai récupéré sur Facebook qui vient de Brigitte qui te remercie. Merci de parler de la dépression. On peut penser que cette maladie au début est faite de simulation au regard des autres, mais non. Donc ça, c'est le premier message. Il y a une question de Laure. Est-ce qu'à un moment, en relisant le texte pour les dernières corrections, ou la dernière correction, vous avez eu l'impression que c'était quelqu'un d'autre? Pas exactement votre histoire à vous. C'est très juste et c'est très vrai. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si tu veux, quand je vois les critiques et quand je vois les articles, j'ai l'impression, peut-être parce que j'ai pris beaucoup de temps et de distance avec tout ça, qu'on parle de moi à la troisième personne et non pas à la première personne. J'ai l'impression qu'on parle d'un autre, même si c'est moi. C'est pas faux. Et c'est troublant ou pas? Oui, assez. Assez, parce que je suis plus impliqué aujourd'hui, si tu veux, de la même manière, puisque je vais bien aujourd'hui. Donc, si tu veux, j'ai un regard distancé par rapport à la maladie, à la souffrance. La souffrance, on n'a jamais envie d'y rester. Personne n'a envie d'y rester. Et puis moi, j'ai toujours détesté la souffrance prolongée, on va dire, d'une certaine manière. Donc, comme j'ai pris un peu de distance, c'est mon histoire, c'est ma vie, mais c'est comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre que moi, mais qui me ressemblait beaucoup. Alors, une question d'Aurélie. À quoi ça sert un récit comme celui-là? Quelle était la motivation en le publiant? Alors, on m'a posé la question déjà, et de toute façon, pour un écrivain, enfin, en ce qui me concerne, tout texte doit être publié. Dans mes tiroirs, j'ai un manuscrit qui n'a pas été publié, qui remonte à maintenant pas mal d'années. Peut-être qu'un jour, je le retravaillerai différemment et que je le publierai, mais quand on écrit pour être publié. Après, au début, avec Véronique Debure, avec mon éditrice chez Flammarion, on a travaillé le livre aussi. Moi, je voulais pas que ça soit linéaire, je voulais qu'on revienne en avant, en arrière, qu'on ait comme un pas de danse, hein, parce que je le dis d'ailleurs, entrer dans ma vie comme on rentre dans une danse, comme un pas de danse,
et avec cette idée grandissante que mon expérience pouvait aider beaucoup de gens. Mes excès, mes mauvais excès, pouvaient être tout d'un coup vus différemment et peut-être aider des gens qui avaient traversé ou en partie traversé les mêmes choses. Alors, une question d'Amandine. Bonsoir et merci pour cet échange. Qu'est-ce qui guide Gilles Paris dans l'écriture en 2021? Joue-t-il d'un instrument de musique? Alors non, parce que j'ai une sœur chanteuse déjà, donc je lui laisse les instruments. Ouais, les guitaristes, je lui laisse les instruments. Moi, je ne joue pas de musique, mais le confinement, les différents confinements et couvre-feu m'ont plutôt été bénéfiques, curieusement. Même si j'aime pas trop signer des papiers pour sortir, j'ai jamais autant écrit que depuis un an, avec des livres qui vont paraître donc entre la fin de cette année et l'année prochaine. Et franchement, si j'ai commencé à écrire des romans et à mettre 10 ans entre chaque roman pour mes 3 premiers romans, on peut dire qu'aujourd'hui je rattrape le temps et que j'ai envie de raconter des histoires un peu folles et d'aider les gens un peu à s'évader. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi, cette publication? C'est un petit peu tôt pour le dire. C'est un petit peu tôt pour le dire. Je crois qu'il faudra qu'on me repose la question dans un an. Parce que, si tu veux, honnêtement, ça ne change rien pour l'instant. Sinon, le bonheur de partager ce livre avec les lecteurs et les différents critiques qui en parlent, ça me met assez en joie, je dois le dire. Mais pour le moment, ça ne change rien fondamentalement. C'est un peu tôt. Et est-ce qu'il est toujours fragile, Gilles? Parce qu'effectivement, je n'avais pas fait cette réflexion, c'est en lisant, parce que tu l'expliques, dans Fragile, il y a Gilles aussi. Mais là, je le serai toujours. Je le serai toujours. Quand j'habitais mon premier studio, rue Eugène Manuel, j'avais une voisine un peu étrange qui habitait, j'en parle pas dans le livre, mais elle habitait au 3e étage et on se voyait de temps en temps, mais elle avait un problème, elle voulait pas que les gens s'approchent trop près d'elle, fallait pas la toucher, fallait garder une certaine distance, comme une distance qu'on aurait aujourd'hui, par exemple, à cause de la pandémie. Et elle m'avait appelé, elle me surnommait FRA, trait d'union, Gilles. Et ça m'est resté, et j'en parle d'ailleurs même dans le livre de cette allitération. Et bien sûr que je suis fragile, évidemment que je suis fragile, mais fragile dans le bon sens du terme peut-être aujourd'hui, fragile dans le sens ouvert aux sensibilités, ouvert à l'émotion. C'est pour ça que tu écris et c'est pour ça que tu sais aussi bien sentir et ressentir des émotions et les transmettre par l'écriture. Il faut cette fragilité. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Il y a une question d'Olivier qui vient d'arriver. Est-ce que ce n'est pas trop angoissant quand on travaille dans l'édition de se mettre à nu ainsi? Parce que vous connaissez tout le monde dans le métier, donc c'est une mise en abîme quelque part. Alors, c'est une bonne question parce que pendant un certain temps, en écrivant le livre et en me lâchant à peu près comme quand je voyais mon psychanalyste, des fois j'avais l'impression que c'était un ami. Je lui disais tout, je me lâchais complètement, alors que les psychanalystes ne sont jamais vos amis. Mais j'avais ce sentiment-là, et dans le livre aussi, de me lâcher, et puis avec un rêve qui tiendrait plutôt du cauchemar, où je me retrouverais tout nu au milieu de la foule, quelque part. Avec cette idée, en effet, de parler de choses profondément intimes, même si je ne dis pas tout dans le livre, que j'ai gardé évidemment beaucoup de choses pour moi. C'est une forme de mise à nu et je trouve qu'elle est salutaire quand on veut raconter un parcours sans comment expliquer ça, sans tricher, tout simplement. Je crois que tu ne sais pas tricher, toi. C'est pas possible. Si, je sais. Mon métier me l'a appris aussi, d'attaché de presse. Mais mon métier d'écrivain, pas trop. Ouais. Mon métier d'écrivain, pas trop. Mais mon métier d'attaché de presse, oui, bien sûr. Le livre n'aurait pas eu cette portée sans ta sincérité et ses accents de vérité. Peut-être. Il y a Amandine qui voudrait savoir quel est ton plus beau souvenir ou anecdote lors de l'écriture de ce livre, justement. S'il y en a eu. Les échanges avec Véronique Debure, avec mon éditrice chez Flammarion, qui ont été incroyablement
stimulant. Alors, évidemment, on a travaillé beaucoup ce texte ensemble pendant la pandémie, ce qui fait qu'on ne s'est pas beaucoup vu. On s'est parlé au téléphone, on s'est envoyé beaucoup de mails, etc. Mais avec toujours ce regard très aiguisé qu'elle a sur le texte, très fort, et moi aussi parfois, avec des choses que je ne voulais pas changer, que je voulais garder. Donc c'est un rapport écrivain-éditeur qui est vraiment intéressant, qui est passionnant. Ça a été toute cette période d'écriture et de travail avec elle. Mon bon souvenir. Ça doit être compliqué de faire des corrections sur sa vie. C'est compliqué, ça. Alors, je dirais pas si tu veux, pas des corrections sur la vie, mais parfois, à force de faire des allers-retours, notamment, elle trouvait qu'il y avait des choses qui étaient un peu incompréhensibles pour quelqu'un qui ne me connaissait pas. Donc, elle voulait, par exemple, que je date beaucoup les dépressions, que je mette des années, en fait, et moi qui ne suis pas très année, on va dire, j'ai compris ce qu'elle me demandait, en fait. Et c'était plutôt, et puis parfois, elle me disait, ta phrase, elle est bien, mais je sais que tu peux faire mieux. Il faut que tu la tournes un peu différemment. Il faut que tu la... Pas tellement sur ma vie, elle n'avait pas d'avis ni de jugement sur ma vie, mais c'était plutôt dans la forme grammaticale parfois, ou dans l'incompréhension qu'un chapitre pouvait exercer sur le lecteur qu'elle était, la lectrice qu'elle était. Est-ce que je peux me permettre, Nathalie, une petite question qui me vient en passant? Tu aurais pu en faire un roman pur? Non, et j'aurais pas voulu. Je l'ai fait, tu sais, d'une certaine manière avec Au pays des kangourous, qui est mon troisième roman, avec et qui évoque la dépression. Ce papa qu'on retrouve dans une machine à laver. Voilà, et d'ailleurs, à l'époque, j'aurais été vraiment profondément incapable d'écrire un livre comme celui-là. J'en ai fait un roman à l'époque parce que je pouvais pas, j'avais pas la distance nécessaire pour ça. Tout s'est combiné d'une façon parfaite. Véronique m'a envoyé un message, on s'est vu, j'ai commencé à l'écrire le week-end où on s'est vu, donc tout est venu au bon moment, si tu veux, voilà. Mais Au pays des kangourous paraît en 2012, et en 2012, je ne suis pas encore sorti d'affaires. Hein. Alors, moi, je vais redire que Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien et dans toutes les bonnes librairies. Il est chez Marie-Adélaïde, à la librairie Douce et Romans. Allez voir Marie-Adélaïde, elle a de très bons conseils. C'est une super libraire, Marie-Adélaïde. Moi, je l'aime beaucoup. Dans toutes les librairies de France, dans toutes les librairies de France, vous trouverez, si ce soir, comme c'est fermé, vous pouvez aussi aller sur notre page Un endroit où aller. Alors, soit vous serez redirigé toujours vers Marie-Adélaïde, tous les chemins mènent à Marie-Adélaïde, ou sur la librairie de votre choix. Avant de donner le mot de la fin à Gilles, je vais dire que demain, nous avons une rencontre en version originale. Nous partons à Londres, où nous aurons la joie d'accueillir Diana Evans, qui sort son livre chez Pocket, qui s'appelle Ordinary People. Elle sera interrogée par la libraire française de Londres, Isabelle Lemarchand. Donc, il y aura une traduction simultanée, je rassure tout le monde. Voilà. Gilles, avant de te donner le mot de la fin, je voudrais juste dire qu'on ne quittera pas avec le générique parce qu'on a une petite surprise pour toi avec une chanson. Je ne sais pas ce que c'est, on vient de me le dire dans la feuillette, comme on dit. Donc, en tout cas, alors, et moi, Gilles, si tu permets, je voudrais juste citer une petite phrase et je trouve que c'est une conclusion magnifique. Tu écris: dans la vie, il faut de la magie et inventer les couleurs. Et ça, c'est extraordinaire. C'est plein de promesses et c'est merveilleux. Et je suis heureux que tu aies écrit ça. C'est une boucle merveilleusement bouclée. Merci à toi. Et je finirai par ce dernier chapitre, en fait, qui a beaucoup d'importance, qui s'appelle « J'aime », où je fais l'énumération de tout ce que j'aime. Ça pourrait devenir une sorte de questionnaire de Proust pour tous les écrivains, de leur demander ce qu'ils aiment. Et au fond, c'est un chapitre qui me ressemble encore plus que les autres, dans le côté, le bon côté, le côté positif, le côté vivant que je suis, un vivant avec un V majuscule. Merci. Très fragile. Blood will flow, and flesh and still on, drying in the color of the evening sun.
tomorrow's rain will wash the stain away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument, and nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from the star, like tears from the star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Magnifique. Magnifique. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao Gilles, ciao Nathalie. Ciao, ciao, ciao.